Professeur Henri de Lumley, vous avez une carrière particulièrement riche. Pouvez-vous nous présenter vos principaux domaines d'études et nous résumer les principales découvertes que vous avez faites? Oui, bien, on peut dire que je suis un géologue du Quaternaire, un préhistorien, et je me suis toujours intéressé au cours de ma carrière à l'origine de l'homme, à son évolution morphologique et culturelle, à l'histoire de ses comportements, de ses substances et à son mode de vie, mais aussi au sein de ses paléo-environnements, de l'évolution des paléoclimats et des variations de faune, de l'évolution de la biodiversité. C'est ainsi que j'ai entrepris des recherches multidisciplinaires avec de nombreux collaborateurs sur des sites préhistoriques majeurs, comme par exemple le site de Fedjez, qui date de 2 millions d'années en Éthiopie, ou le site de Dmanisi en Géorgie qui date de 1 800 000 ans. Mais un de mes grands chantiers de fouilles, c'est le site de la cône de l'Aragua Totavel, où le 22 juillet 1971, à 15 h de l'après-midi, j'ai découvert le crâne de l'homme de Totavel, qui date de 450 000 ans. Puis aussi, je ne voudrais pas oublier mes fouilles dans la grotte du Lazaret, où nous avons mis au jour des campements, des sols d'occupation acheléens, dont là j'ai compris entre 190 000 et 120 000 ans. Ce sont les derniers Homo erectus européens en voie de néandertalisation. Et puis on pourrait aussi évoquer les gravures rupestres de la vallée des Merveilles, dans la région du Mont Bégaud, le massif du Mercantour, où entre 3300 et 1800 ans avant notre ère, les hommes ont inscrit près de 100 000 gravures sur 4150 roches qui nous transmettent les préoccupations économiques et les mythes cosmogoniques des premiers peuples métallurgistes des Alpes méridionales. Ce sont les plus anciennes écritures contemporaines de l'écriture cunéiforme de Sumer, qui date de 3300 ans avant notre ère, ou des premières écritures hiéroglyphiques égyptiennes de la vallée du Nil, qui date de 3200 ans avant notre ère. Tout ça est vraiment passionnant. Alors, tout en étant très prudent sur la question, vous n'hésitez pas souvent à affirmer que l'évolution de l'homme ressemble au déroulement d'un programme. Oui, bien. Tirez-vous cette conviction? Bien, en faisant des recherches, on s'aperçoit que depuis 7 millions d'années, l'évolution de l'homme, l'évolution morphologique et l'évolution culturelle a progressé d'une façon continue. Il y a 7 millions d'années, c'est l'acquisition de la station érigée bipède. Les premiers primates bipèdes apparaissent vers 5 millions. Ce ne sont pas encore des hommes, mais ce sont des préhumains. Marcher debout est une condition nécessaire pour être un homme, mais pas une condition... non, je me suis trompé, enfin, vous couperez. Oui, marcher debout est une condition nécessaire pour être un homme, mais peut-être pas une bonne définition de l'homme. À partir de 2,5 millions d'années, les premiers hommes, fabricants d'outils, qui ont acquis un langage articulé, font l'apparition. Vers 1 million, ces peuples sont des peuples charognards, qui ne savent pas encore chasser, mais ils mangent de la viande, et ils sont charognards, ils sont en compétition avec la hyène géante pour avoir accès à des carcasses de grands herbivores abandonnés par des carnivores. Et puis, depuis 1 500 000 ans, 1 600 000 ans, ils deviennent des peuples chasseurs. Mais c'est beaucoup plus tard, vers 400 000 ans, à la limite nord des zones tempérées chaudes de la planète, qui domestiquent le feu. Le feu a été un formidable moteur d'hominisation. Puis vers, on pourrait dire, 300 000 ans, des préhistoriens ont mis au jour, nos collègues espagnols ont mis au jour un avène funéraire qui date de 300 000 ans et où 28 cadavres ont été jetés au fond d'un avène et avec une biface taillée, un outil taillé qui présente une symétrie bilatérale et bifaciale qui n'a jamais été utilisée et qui est de très belle couleur, qui est manifestement une offrande funéraire. Vers 100 000 ans, les hommes enterrent leurs morts. C'est la naissance de l'angoisse métaphysique, les premières sépultures, avec des offrandes pour le voyage dans l'au-delà. Vers, on pourrait dire, 35 000 ans, les premiers hommes modernes qui ont un cerveau plus développé, et c'est l'explosion de la pensée symbolique avec l'art pariétal, l'art mobilier, la parure, et même la musique d'une invention de l'homme moderne. Et puis, entre le 10e et le 8e millénaire avant notre ère, dans différentes régions du monde, les peuples, pour subvenir à leurs besoins,
invente l'agriculture et l'élevage, il se sédentarise, se crée alors beaucoup de métiers, la société se hiérarchise, et c'est au sein de ces peuples agriculteurs et pasteurs que naît vers 3300 ans avant d'entrer à la métallurgie, que naît l'écriture qui permet de transmettre des messages à travers le temps et l'espace. Et aujourd'hui, une nouvelle étape de l'évolution humaine, c'est les multimédias, avec les portables, le numérique, et c'est une nouvelle étape considérable. Mais on voit que toute l'évolution humaine va de plus en plus de complexité, et c'est évidemment un programme, ça évoque un Dieu créateur. Alors, vous vous êtes depuis longtemps impliqué dans la diffusion de l'œuvre de Pierre Teilhard de Chardin. Pouvez-vous nous dire en quoi les idées de ce grand penseur, qui fut aussi un grand scientifique, sont importantes pour notre époque? Oui, bien, Pierre Teilhard de Chardin a été un prêtre, il est un père jésuite, qui a fait des études de théologie, mais très tôt il s'est intéressé aux sciences, en particulier à la paléontologie, et il a fait au Muséum national d'histoire naturelle une thèse de doctorat sur l'origine des carnivores à partir des fossiles trouvés dans les phosphories du Quercy. Puis il est parti en Chine pour étudier les faunes quaternaires qui étaient découvertes dans la grotte de Choukoutienne, tout près de Pékin. Et pendant la dernière guerre mondiale, les Japonais avaient envahi la Chine, il est resté dans son laboratoire à Pékin, il a écrit ses livres, il a été le premier à essayer de concilier la science et la foi. Avant lui, des prêtres comme l'abbé Breuil, comme le père Bergogneau, étaient très chrétiens et très chercheurs, mais ils n'avaient pas essayé de synthétiser la science et la foi, et le père Teilhard de Chardin a été le premier à montrer qu'il n'y avait pas de compétition entre la science et la foi, que tout était convenable. Et d'ailleurs, le pape Benoît XVI récemment nous a demandé d'organiser un colloque international aux Cités du Vatican pour montrer que la science et la foi étaient compatibles. Et d'ailleurs, la devise du pape Benoît XVI était de dire « Nous devons être les collaborateurs de la vérité ». Alors, vous connaissez Jean Stone depuis longtemps. Il a été votre élève au Muséum d'histoire naturelle. Que pouvez-vous nous dire de son travail de diffusion et de synthèse des implications philosophiques et métaphysiques des sciences contemporaines? Et on peut dire que Jean Stone a été, c'est vrai, un chercheur, mais il s'est surtout s'intéresser à la diffusion des connaissances et à présenter l'évolution de l'univers, l'évolution de la vie, l'évolution de l'homme, pour montrer aussi que c'était un programme. Vous participez à la réunion de lancement de son dernier livre, Explorateur de l'invisible. Que pouvez-vous nous en dire? Bien, je pense qu'il reprend des travaux qu'il a déjà écrits. Je n'ai pas eu le temps de lire son livre car je n'ai eu connaissance que ce matin, en revenant d'Athènes, mais certainement que c'est un livre excellent. Et ce travail de synthèse est important selon vous? Ah ben oui, parce que aujourd'hui, les hommes sont curieux. Dans une période d'angoisse générale, nous sommes enclins à nous poser le problème sur nos origines. Quelle est la signification de l'homme? Et les travaux de vulgarisation, de valorisation des connaissances de Jean Stone sont très importants pour instruire le public. Il a eu toujours cette approche, une approche transdisciplinaire. Vous pensez que c'est important? Oui, il reprend les travaux de beaucoup de chercheurs pour en faire une synthèse. Merci beaucoup, professeur Delunelet.